Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Redmi Note 14 Pro 5G. C'est un téléphone de milieu de gamme qui coûte entre 250 et 400 euros selon la version. Alors je vais le tester avec mon protocole de test habituel, mais je vais aussi le comparer à celui-ci, avec donc le Poco X7 que j'ai testé il y a quelques semaines. Donc ces deux téléphones sont presque similaires en tout point, mais il y a quand même quelques petites différences. C'est ce que je vous propose de découvrir avec ce test, mais je vais d'abord commencer avec le chapitrage. Je teste des produits dans mon temps libre, personne ne me paie pour faire ça. Je ne me considère pas comme un influenceur, même si j'utilise les mêmes outils, je ne fais pas du waouh, c'est vraiment pas mon truc. J'ai développé un protocole de test basé sur des critères objectifs dont vous pouvez voir un résumé sur votre écran. Mon outil de base, c'est mon blog, mais j'essaie de faire des vidéos quand c'est possible. Je fais généralement ça en une prise, donc je bafouille parfois un peu. Alors si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir avec un like en vous abonnant à ma chaîne ou en achetant vos produits à partir de mes liens. Si vous avez les numéros gagnants de l'euro million, ça me va aussi, je ne suis pas difficile. J'ai testé le Redmi Note 14 il y a quelques semaines et c'était le premier Redmi vendu sans chargeur. Le Note 14 Pro suit la même tendance. La boîte est donc plus petite et contient uniquement le strict minimum avec une coque en silicone mou, un manuel, un câble USB et une aiguille pour ouvrir le tiroir SIM. Le Redmi Note 14 Pro et le Poco X7 utilisent le même châssis. Si je cache la marque, on pourrait presque les confondre. La seule différence ici, c'est la couleur utilisée et aussi un peu l'épaisseur du plastique. J'ai une version argentée pour le Poco et une version noire pour le Redmi. Le plastique à l'arrière du Redmi s'enfonce un petit peu, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le Poco. Je trouve globalement que l'aspect du Poco est plus qualitatif et plus original, là où le Redmi est un peu plus classique. Le bloc photo est très similaire au Poco pour son format, mais par contre, les capteurs sont totalement différents. C'est d'ailleurs la plus grande différence entre les deux téléphones. Je reviendrai sur ce point plus loin dans le test. Le dos du Redmi Note 14 Pro est composé de plastique de couleur uniforme. C'est propre, mais ça n'a vraiment rien d'original. Je trouve que ça lui donne un côté un peu trop anonyme. Le pourtour est aussi composé de plastique. On retrouve les boutons d'allumage et de volume aux endroits habituels, et il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Sur la partie supérieure, on retrouve un port infrarouge, deux capteurs de son et un haut-parleur pour le son. Il n'y a par contre pas de sortie son pour le casque comme sur le modèle de base, le Redmi Note 14. Sur la partie inférieure, on retrouve l'autre sortie audio, un port USB-C, un tiroir SIM, un capteur de son. Le tiroir SIM peut contenir jusque deux cartes SIM en mode recto-verso. Ce téléphone existe en trois versions pour le stockage. Il y a 128, 256 et 512 Go sans possibilité d'utiliser une carte mémoire. L'écran de 6,67 pouces occupe environ 89% de la surface avant du téléphone, comme sur le Poco. L'écran est légèrement incurvé sur les bords, les bordures sont d'ailleurs très fines, et l'écran est protégé par un film en plastique, mais avec le temps, ce plastique risque de se décoller à cause de la courbure de l'écran. Comme j'ai testé le Poco X7 il y a quelques semaines, je vois qu'avec le temps, des bulles apparaissent sous le plastique de protection, principalement parce que l'écran a une petite courbure. Le Redmi Note 14 Pro est donc une copie du Poco X7, mais avec une esthétique plus banale, mais ça reste très correct. Il y a juste que le plastique à l'arrière du Redmi est juste un peu plus mou. L'écran est exactement le même, mais je trouve qu'il est un peu moins bien mis en valeur sur le Redmi. J'imagine que c'est une question de couleur. Voilà, c'est tout pour l'aspect extérieur. Passons maintenant aux premières mesures, en commençant par l'écran. L'écran est de type AMOLED et a une résolution de 2712 x 1220 avec une diagonale de 6,67 pouces. C'est exactement la même chose que sur le Poco X7, c'est normal, c'est le même écran Focaltech. Il y a quelques petites différences dans la calibration, mais je vous explique ça tout de suite. Le Redmi Note 14 Pro est configuré par défaut en mode couleur intense et, pour une fois, le résultat n'est pas mauvais du tout. J'ai obtenu un delta E de 2,35 pour les couleurs et 2,11 pour les gris. C'est un bon résultat, mais en y regardant de plus près, je vois deux problèmes. Il y a d'abord le blanc qui est à 5.9, il est trop froid et tend vers le bleu. À cause de ça, les gris plus clairs sont également trop froids. Maintenant, pour obtenir un meilleur résultat, c'est très simple. Vous devez faire bouger la température des couleurs vers la zone jaune-orangé, comme sur mon exemple ici. C'est pas super précis parce que je n'ai pas d'indication de l'endroit où on se trouve, mais il faut essayer de s'en approcher le plus possible.
Avec cette position, vous obtenez un delta E de 0,98 avec un blanc à 0,8. Les gris tombent à 2,1 avec un écart beaucoup moins important sur les gris clairs. Vous obtenez ainsi une colorimétrie parfaite. L'espace de couleur est lui aussi impeccable. Je suis à 100% de l'espace DCI-P3. C'est absolument parfait pour les rendus en HDR. J'ai également mesuré le contraste et j'ai obtenu un contraste infini comme c'est souvent le cas avec ce genre d'écran. Redmi et Poco utilisent depuis quelques années des écrans de bonne qualité dès l'entrée de gamme et ça se vérifie une nouvelle fois avec ce téléphone. Avec un contraste infini, vous obtenez un noir qui est véritablement noir. L'écran est capable de dépasser les 520 candela par mètre carré de façon naturelle, c'est déjà pas mal, mais avec le mode automatique, j'ai obtenu une luminosité de plus de 1000 candela par mètre carré. C'est un peu moins qu'avec le Poco, mais à ce niveau-là, ça n'a plus beaucoup d'importance. Avec ce niveau de luminosité, vous pourrez sans problème utiliser ce téléphone en extérieur sans perte de lisibilité, comme c'est le cas ici en studio. Il faut juste être conscient qu'avec 1000 candela par mètre carré, l'écran va également consommer beaucoup plus d'énergie. Votre autonomie de batterie va donc diminuer. Si vous passez par exemple la journée sous le soleil, votre autonomie sera moins bonne que si vous restez enfermé chez vous. Voilà, c'est tout pour l'écran. Comme pour le Poco, l'écran fera partie des forces de ce téléphone. Passons maintenant à la fiche technique. Je vous passe les captures d'écran des caractéristiques techniques pendant que je vous parle. Je vais commencer par l'aperçu global du Redmi Note 14 Pro en le comparant avec le Poco X7. Ces deux téléphones sont identiques en tout point, sauf pour la partie photo. Je reviens d'ailleurs sur la partie photo plus loin dans le test. J'ai testé la version 5G avec 8 Go de RAM et 256 de stockage. Le Poco X7 que j'avais testé avait 12 Go de RAM et 512 de stockage. La quantité de stockage est donc différente, mais le type de mémoire est exactement le même. L'écran supporte 3 fréquences, 60, 90 et 120. La batterie a une capacité de 5110 mAh avec une charge de 45 watts. C'est moins que la génération précédente qui avait une charge de 67 watts. L'architecture technique en MediaTek 7300 Ultra est également la même. Je m'attends donc à obtenir des résultats similaires au niveau de la performance et de la sensibilité au réseau. Le Redmi Note 14 Pro utilise un CPU MediaTek Dimensity 7300 Ultra avec un GPU Mali G615 MC2. C'est un équipement de milieu de gamme, et quand je dis milieu de gamme, ça n'a rien de péjoratif. Cette combinaison CPU-GPU va vous offrir un niveau de performance largement suffisant pour la grande majorité des cas. Les Poco avaient toujours été commercialisés avec des téléphones orientés performance, mais depuis que la gamme Redmi reprend le même matériel, les performances sont évidemment identiques des deux côtés. Passons d'ailleurs à la mesure de la performance. J'ai obtenu un score de 480 522 points avec Antutu V8. C'est un niveau de performance de milieu de gamme qui vous permettra d'utiliser des applications et des jeux sans aucun problème. Sans surprise, le score est plus ou moins le même sur le Poco X7. C'est un niveau de performance situé entre le Samsung Galaxy A35 et le A55. Vous pourrez donc jouer à la plupart des jeux dans de bonnes conditions avec parfois peut-être un petit sacrifice à faire au niveau du graphisme. Pour mesurer la performance brute et la consommation d'énergie, je pousse successivement tous les composants au maximum pendant plusieurs minutes. Sur ce graphe, vous pouvez voir l'évolution du test avec d'abord le CPU suivi du GPU et ensuite le FPU. Je pousse ensuite tout à fond pendant plusieurs minutes pour mesurer la consommation et la température de batterie. Comme j'ai fait passer ce test au Poco X7, je devrais en principe obtenir des résultats identiques. C'est en partie le cas. Au niveau de la consommation du CPU, j'ai obtenu une consommation moyenne d'environ 6 watts. Pour le GPU, j'ai obtenu 2,43 watts et pour le FPU, 4,38. Mes résultats au niveau de la puissance de calcul sont presque les mêmes qu'avec le Poco. Pourtant, la consommation est plus basse pour chaque élément. J'ai aussi mesuré une différence au niveau de la température de batterie. Le Redmi a obtenu 2 degrés de moins que le Poco. Le Redmi est donc moins gourmand à puissance équivalente. Si je pousse tous les composants en même temps, j'obtiens une consommation un peu inférieure à 6 watts. Cette consommation est inférieure à la somme des consommations individuelles. Ça s'explique par une baisse de performance du CPU. Je vois que le CPU ne tourne pas à plein régime quand les autres composants sont poussés au maximum. Avec ce test, je peux estimer l'autonomie dans un scénario extrême où le téléphone est poussé au maximum tout le temps. J'obtiens ici
3h55, là où j'avais obtenu 3h15 avec le Poco X7. Il y a donc vraiment une différence dans la consommation d'énergie de ces deux appareils. Ce ne sont évidemment pas des conditions normales, mais ça donne une idée de ce que le téléphone a dans le ventre. Passons maintenant au test de batterie dans des conditions plus normales. J'ai mesuré la vitesse de charge avec mon chargeur Ugreen 100 watts et il m'a fallu 70 minutes pour passer de 1 à 100% de batterie. C'est à peu près le même temps que le Poco X7. C'est normal en fait, ils ont exactement la même batterie et la même vitesse de charge de 45 watts. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a plusieurs paliers. Dans la vitesse de charge, j'ai atteint 40% en 20 minutes. La vitesse diminue ensuite jusqu'à 85% et puis ralentit une deuxième fois jusqu'à 100%. J'ai atteint les 80% en 50 minutes et pour les 20 derniers pourcents, il m'a fallu 20 minutes. C'est la moitié de la vitesse de charge des 20 premiers pourcents. C'est un phénomène tout à fait courant pour la charge des batteries. Ce test vous permettra de déterminer combien de temps vous devez laisser charger votre téléphone pour atteindre le pourcentage souhaité. J'ai obtenu une autonomie de 612 minutes avec la luminosité de l'écran au maximum et 1143 avec la luminosité à 50%. C'est le même niveau d'autonomie que le Poco X7, mais cette autonomie va varier en fonction de la luminosité ambiante. Comme l'écran s'adapte automatiquement, la consommation va donc être plus élevée dans un environnement lumineux. Votre autonomie en plein soleil ne sera donc pas la même qu'à l'intérieur par une lumière tamisée. Moi, j'ai fait mon test de batterie à l'intérieur. L'autonomie sera donc moins bonne en extérieur. En principe, avec un éclairage normal et une utilisation normale du téléphone, vous devriez pouvoir tenir 2 jours avec votre batterie. Le Redmi Note 14 Pro utilise exactement le même capteur principal que le Redmi 13 Pro. Il n'y a donc aucun changement de ce côté-là. Il s'agit d'un capteur Samsung S5K HP3 de 200 millions de pixels. Le Poco X7 utilise par contre un capteur Sony et c'est là la plus grande différence entre les deux téléphones. Ne vous laissez pas trop vite impressionner par le nombre de pixels, c'est franchement pas très utile, sauf si vous voulez vraiment zoomer à l'intérieur de l'image. Le capteur secondaire est un capteur photo ultra grand angle, c'est un Sony IMX 355 de 8 millions de pixels. C'est de loin le capteur le plus utilisé pour les photos ultra grand angle. Je l'ai testé dans une vingtaine de téléphones. Finalement, il y a aussi un capteur pour les selfies de l'autre côté. Le Redmi Note 14 Pro est équipé d'un Omnivision OV20B de 20 millions de pixels. C'est le même capteur que le Redmi Note 14 ou le Poco X7. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de différence. Je vous passe quelques photos prises avec le capteur principal pendant que je vous parle. J'ai eu de la chance d'avoir un temps ensoleillé pour tester ce téléphone. Les conditions étaient donc très bonnes pour prendre des photos en extérieur. Le résultat est bon, les photos sont bien exposées, le niveau de détail est bon, la plage dynamique est bonne. Je ne vois pas autant les zones de sur- ou sous-exposition comme sur le Poco X7. Par contre, le Redmi force peut-être un peu trop le trait sur la saturation. Les couleurs sont trop prononcées. Ça se voit surtout au niveau du ciel qui parfois prend une coloration un peu mauve, et c'est pareil pour l'eau. L'utilisation de l'IA et du HDR ont tendance à même accentuer cette saturation. Donc si vous n'êtes pas fan de ce type de couleur, vous devriez donc désactiver ces fonctionnalités. Comme d'habitude, le traitement de la netteté est un peu forcé, mais ça ne se voit qu'en zoomant dans la photo. La température des couleurs est peut-être aussi un peu trop basse, mais avec la lumière orangée diverse, ça ne me choque vraiment pas. Je vous passe maintenant quelques photos prises en 200 millions de pixels, mais avec un zoom à 100%. L'utilisation du mode 200 millions de pixels va vous permettre de zoomer dans l'image, mais ça se fera au détriment d'une perte de qualité, comme vous pouvez le constater sur l'écran. La course aux pixels n'a pour moi vraiment pas beaucoup de sens sur un téléphone. Ces photos en 200 millions de pixels prennent beaucoup plus de place de stockage et n'apportent pas vraiment un plus qui justifierait l'achat de ce téléphone. On passe maintenant au capteur secondaire. Ce type de capteur est beaucoup plus à l'aise avec des photos de paysage que des photos comme celles que j'ai prises à l'intérieur. Le Sony IMX355 est un bon capteur ultra grand angle, c'est même probablement un des meilleurs. Il a toujours les défauts habituels, évidemment, comme le manque de précision et la déformation de l'angle, mais les couleurs sont vraiment bien rendues. Le niveau d'exposition est également assez bon pour un capteur de ce type-là. Avec ce capteur, vous aurez donc la possibilité de prendre de belles photos de paysage par temps clair. Le Redmi Note 14 Pro est capable de filmer en 4K et 30 images par seconde ou 1080p en 60 images par seconde.
Le résultat est bon. J'ai les mêmes remarques en fait que pour la photo. La vidéo est globalement de bonne qualité, la plage dynamique est bonne, le recalcul des pixels et la mise au point sont rapides. Les couleurs sont ici aussi un peu trop saturées et l'utilisation de 30 images par seconde va provoquer des saccades dans les mouvements rapides. Le zoom par contre n'apporte vraiment aucun bénéfice, la perte de qualité est vraiment trop importante. Le Redmi Note 14 Pro dispose d'un mécanisme de stabilisation qui amortit une grosse partie des vibrations. La stabilisation n'efface pas complètement les chocs de la marche, mais le résultat est quand même bon pour un téléphone dans cette gamme de prix-là. Le recalcul de pixels est heureusement assez rapide, on ne voit qu'un genre de flash avant que l'image ne se stabilise. La stabilisation est plus efficace en 1080p, mais je base tous mes tests sur la résolution maximale. Vous ne verrez donc ici que la vidéo filmée en 4K. Voilà, tout ça c'était pour le jour, passons maintenant à la nuit. Pour faire des photos de nuit, vous pouvez utiliser le mode photo normal sans traitement ou le mode nuit avec traitement. Le mode nuit est plus efficace pour améliorer les contours des sources de lumière et rend aussi les photos plus lumineuses et force un peu la saturation des couleurs. Le résultat est un peu meilleur que ce que j'avais obtenu avec le Poco X7, principalement parce que les photos sont plus lumineuses. Bon, il y a toujours un peu d'exagération avec ce type de photo, mais je trouve pas ça très dérangeant. Je vois également des traces de reflets internes au bloc optique, et il ne faut pas non plus trop zoomer, parce que la perte de détails sera rapidement visible. Les photos prises avec le capteur secondaire sont nettement moins lumineuses, mais ça leur donne un côté un peu plus naturel. Le niveau de détail est clairement moins bon et les halos de lumière sont moins bien gérés. C'est d'ailleurs la même chose sur tous les capteurs de ce type. Les ultra grands angles ne sont de toute façon pas conçus pour faire des photos de nuit, mais ce capteur Sony se débrouille quand même pas trop mal et se classe un peu au-dessus de la moyenne. Le Redmi produit des vidéos de nuit d'une qualité acceptable, je ne vois pas de recalcul des pixels. Le niveau d'exposition pourrait sans doute être un cran plus élevé, mais je ne vais pas faire le difficile, on est ici vraiment dans le milieu de gamme. La mise au point fonctionne assez bien, je n'ai pas vu de perte de netteté, le niveau de détail est bon, tant qu'on ne zoome pas trop évidemment dans la vidéo. Ce téléphone produit donc des vidéos de nuit tout à fait en ligne avec ce qu'on peut attendre avec un téléphone dans cette gamme de prix. Cette partie du test est très technique, mais ne partez pas en courant parce qu'elle est très importante. Une mauvaise sensibilité au réseau peut faire toute la différence entre un bon et un mauvais achat. J'ai effectué plus de 1000 mesures du signal et j'ai obtenu un signal moyen de moins 104.9 dBm avec le téléphone et moins 106.2 avec la sonde. Le Redmi a donc une bonne sensibilité au réseau. J'avais d'ailleurs obtenu des résultats assez similaires avec le Poco. Maintenant, le signal dans son ensemble est aussi assez stable. Il y a juste quelques petites fluctuations, mais avec une amplitude assez limitée. Voilà, passons maintenant au signal Wi-Fi. Pour évaluer la sensibilité au signal Wi-Fi, j'ai effectué 53 mesures pour obtenir un signal moyen de moins 21 dBm. J'ai obtenu exactement le même résultat avec le Poco X7 et en soi, c'est un résultat complètement dans la moyenne. J'ai aussi mesuré une vitesse de téléchargement de 433 Mbps en 5 GHz et 72 Mbps en 2.4 GHz. C'est aussi un résultat assez moyen par rapport à d'autres références, mais c'est pas un problème en soi parce qu'avec 433 Mbps, vous allez pouvoir sans problème regarder des films en streaming. Avant de terminer ce test réseau, je vais m'attarder sur le GPS. Pour tester la précision du signal GPS, je me base sur deux mesures. Il y a d'abord la précision calculée par le téléphone, qui correspond à la ligne bleue sur le graphe, et ensuite la précision que j'ai calculée entre d'une part la latitude-longitude et d'autre part la position réelle du téléphone. J'ai pris au total 5454 mesures pour analyser la précision du signal. C'est un peu trop, mais en fait c'est parce que j'avais oublié mon téléphone à l'extérieur. Il a donc continué à prendre des mesures jusqu'à l'épuisement de la batterie. On voit sur le graphique que le niveau de précision n'est pas très bon dans les premières secondes. Il faut environ une trentaine de secondes pour que le signal se stabilise, mais ça c'est normal. J'obtiens une précision inférieure à 2,61 mètres avec la valeur calculée par le téléphone et une précision de moins de 4 mètres, d'à peu près 4 mètres plutôt, pour le calcul par rapport à la position réelle. Alors pourquoi il y a une différence? Les 2,61 mètres sont calculés par le téléphone sur une base un peu théorique, parce qu'en fait le téléphone ne sait pas exactement où il se trouve. Mon calcul est basé sur la position réelle du téléphone, le résultat est donc plus réaliste. Alors si vous regardez attentivement le graphe, vous pouvez constater qu'il y a quelque chose d'anormal. Le téléphone n'a pas bougé sur toute la durée du test, mais à un moment donné, le signal GPS s'est emballé. La précision calculée est passée de 1,93 mètres à 12 mètres pendant un long moment, pour ensuite retomber vers 3 mètres.
Le signal du téléphone a ensuite suivi un parcours cyclique de montagne russe. Je retrouve ce cycle d'ailleurs sur tous les téléphones, mais par contre l'amplitude de ces cycles était ici beaucoup plus importante. A priori, rien n'a changé dans mes conditions de test. Je vois juste que la latitude et la longitude ont changé pendant le test alors que le téléphone n'a pas bougé d'un seul millimètre. Il y a donc plusieurs choses qui peuvent expliquer ce problème, notamment comme une erreur dans le calcul de l'algorithme du téléphone. Alors ce niveau d'erreur devrait pouvoir être corrigé par une application comme Google Maps, mais vous pourriez voir votre position soudainement sauter de quelques mètres pour revenir à la position initiale. Le signal moyen dans l'ensemble des mesures est quant à lui tout juste dans la moyenne, et pour les fréquences, c'est du monobande avec comme fréquence le L1, E1 ou B1 avec le support de Galileo, Baidu ou GLONASS. J'ai testé la qualité audio de ce téléphone sur plusieurs niveaux et je vais commencer par les haut-parleurs externes. J'ai créé une bande-son de 3 minutes avec des titres libres de droit et en veillant à varier les styles de musique. Le son produit par ce Redmi est assez équilibré. Je n'ai pas noté de différence importante entre les haut-parleurs. La qualité du son est bonne sur presque l'ensemble des fréquences, mais lorsque le téléphone est poussé au maximum, il y a clairement de la saturation. Il faut donc redescendre le volume de 1 ou 2 crans pour obtenir un son sans saturation. Bon, je vous laisse écouter ça pour vous-même. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just two. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't stay sober, looking over. La qualité du son en appel, elle est bonne. Le son est adouci et je perçois pas autant les aigus que sur certains autres téléphones. Le volume sur le haut-parleur normal est assez élevé. Il est même, je dirais, au-dessus de la moyenne. Si je passe maintenant le son sur le haut-parleur externe, le volume est évidemment plus élevé, mais ici aussi le son est de bonne qualité, avec, comme pour la musique, un peu de saturation avec le volume au maximum. Je vous laisse écouter ça par vous-même. For English, press
1 pour Nederlands, toets 2 pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. For English, press 1 pour Nederlands, toets 2 pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. J'ai utilisé PUBG Mobile pour illustrer les performances en jeu de ce téléphone. Ce jeu s'adapte automatiquement à la performance du téléphone, donc l'expérience est bonne presque tout le temps, mais elle se fait parfois au détriment du niveau de détail. Le Redmi Note 14 Pro dispose d'un mode Boost qui est accessible par le coin supérieur gauche de l'écran. Ce mode en fait permet d'obtenir un nombre de FPS plus élevé et il va ici s'établir aux alentours des 60 FPS. Ce téléphone n'est clairement pas conçu pour les hardcore gamers, mais l'expérience en jeu est quand même assez bonne. Avec 60 FPS et un écran qui tourne à 120 Hz, je peux difficilement me plaindre. Alors je laisse la vidéo continuer pendant quelques minutes en mode accéléré. Si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez évidemment passer au chapitre suivant. I need a weapon. Head toward this point. Marked a location. Mes vidéos sont assez longues, mais heureusement mes conclusions sont généralement plus courtes. Je fais juste un petit détour avant de passer à la conclusion. Alors si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir avec un like en vous abonnant à ma chaîne ou en achetant votre téléphone à partir de mes liens. Tester un téléphone comme je le fais, écrire un test en 6 langues et faire une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Les likes et les abonnements aident évidemment pour l'algorithme de YouTube, mais aussi pour inciter des constructeurs à me contacter. Voilà, passons à la conclusion. J'ai testé le Redmi Note 14 récemment et ma conclusion c'était un grand bof. Ce téléphone n'est pas mauvais mais il n'apportait pas grand chose par rapport à la génération précédente. Ma conclusion pour le Redmi Note 14 Pro va un peu suivre la même tendance, sauf qu'ici le niveau est quand même un peu plus élevé. Le Redmi Note 14, c'est un bon téléphone de milieu de gamme qui offre de bonnes performances, une qualité photo correcte pour la gamme de prix, une bonne autonomie, une bonne sensibilité au réseau mobile et Wi-Fi, une bonne qualité de son, un excellent écran avec une excellente luminosité. Je trouve aussi que le niveau de finition est bon malgré un petit recul par rapport au Poco. Si je veux trouver quelques faiblesses, je commencerai par la pollution d'applications non désirées. Elles ne sont pas dangereuses, mais quand je sors un téléphone de sa boîte, j'aimerais autant qu'il soit le plus pur possible. Xiaomi a pris le parti de préinstaller un tas d'applications qui remplissent mon écran d'accueil alors que je n'ai rien demandé. Je préfère passer du temps à installer ce dont j'ai vraiment besoin plutôt que désinstaller ce dont je n'ai pas besoin.
Bon, au-delà de ça, je dirais la qualité du matériel utilisé est un peu moins bonne que sur le Poco. Le dos est légèrement plus souple, il s'enfonce un peu. C'est un détail, mais voilà, c'est une différence que j'ai sentie entre les deux téléphones. La vitesse de charge est passée de 67 watts à 45 watts depuis la dernière génération, donc là il y a une régression. J'ai aussi eu des sauts de précision au niveau du GPS, bon pas de quoi vous faire perdre la route, mais la position n'était pas toujours très stable. Voilà, passons maintenant à la comparaison et je vais commencer avec le Redmi Note 13 Pro. Le 14 Pro est un peu plus performant, il est aussi plus économe, son écran est plus lumineux et couvre quelques fréquences mobiles en plus. Le Redmi Note 13 Pro a une charge plus rapide, mais les différences en règle générale ne sont pas énormes, mais à prix équivalent, je donnerai quand même le 14 Pro gagnant. Passons maintenant au modèle jumeau avec le Poco X7. J'ai noté quelques différences entre les deux, notamment au niveau de la consommation, mais en dehors de ça, il n'y a que l'appareil photo qui est différent. Donc à prix égal, je donnerai ici aussi le Redmi Note 14 Pro gagnant parce qu'en fait l'appareil photo principal est un peu plus polyvalent que celui du Poco X7. Je terminerai avec la comparaison avec le Samsung Galaxy A35 vu que le A36 n'existe pas encore. Ici, la comparaison est un peu plus facile parce que le A35 est moins performant, la charge est plus lente, voire beaucoup plus lente, l'autonomie est moins bonne, l'appareil photo est moins bon. La dernière génération de Samsung ne fait pas non plus des merveilles au niveau de la sensibilité du réseau mobile. Alors le A35 a par contre une mémoire plus performante, mais au final, je donne quand même largement le Redmi gagnant. Voilà, c'est tout pour ce Redmi Note 14 Pro. J'espère que ce test a répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou consultez mon blog pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un autre test.